Le dauphin n'est pas seulement familier avec l'homme, mais la musique le charme, l'harmonie des instruments et particulièrement le son de l'orgue hydraulique. L'homme ne l'effraie pas comme un être hostile. Il vient au-delà des navires, bondit autour par jeu, lutte même de vitesse avec eux. Et si gonflés que soient les voiles, les devance. Pline l'Ancien, Histoire naturelle, 4e siècle avant Jésus-Christ. Le dauphin, comme les baleines, sont des cétacés, des mammifères marins qui, au cours des temps et de leur évolution, se sont adaptés à la vie dans l'eau. Les premiers dauphins sont apparus il y a 50 millions d'années environ. Ils ont colonisé les mers alors que la Terre n'était encore qu'une jungle luxuriante. Les delphinidés actuels comptent 43 espèces de toute taille et de toute forme. On les trouve dans tous les océans, du pôle Nord à l'Antarctique. Véritables mammifères marins, ils doivent respirer l'oxygène de l'air et non celui de l'eau comme le font les poissons. Des biologistes américains ont appliqué le QE, le coefficient d'encéphalisation, aux dauphins. Cette mesure consiste à estimer le degré d'intelligence. Il s'obtient en calculant le rapport entre le volume du cerveau et la surface corporelle de l'individu. Celui de l'homme est de 7,4 et celui du chimpanzé est de 2,5. Chez les dauphins, ceux vivant en rivière, le coefficient est de 1,5, mais le Tursiops, le grand dauphin, a un coefficient de 5,6, pas très éloigné de celui de l'homme. Les liens entre l'homme et le dauphin sont très anciens, certainement plus anciens que ceux de l'homme et du chien. Sur le pourtour méditerranéen, les civilisations antiques nous ont laissé des images précises des relations homme-delphinus. Dans le palais de Knossos, la salle de bain de la reine était décorée d'une frise de dauphins. Certains historiens affirment que les Crétois les avaient apprivoisés. Sur les pièces d'argent de Syracuse, la déesse Aréthuse apparaît, environnée par la ronde de dauphins. Au total, 40 cités grecques les prirent pour signe de leur monnaie. Le dauphin était devenu un mythe. Le dauphin est lié à Dionysos parce que la mer est de vin, parce que c'est bon autour des navires, leur danse dans la mer a quelque chose aussi de la danse dionysiaque. Et même un détail que je voudrais ajouter, c'est que les vents des cétacés et des dauphins s'appellent en grec holos, c'est-à-dire la flûte, le hautbois, l'instrument de musique caractéristique de la danse de Dionysos. Donc les dauphins sont des joueurs de flûte aussi. C'est pourquoi peut-être ils aiment la musique, celle d'Arion, ou bien ces quelques vers d'Euripide nous disent que le dauphin est philaulos, c'est-à-dire qu'il aime le chant de la flûte. Bondissez, faisant la ronde autour de vos navires à la proue couleur d'azur. Télémaque, fils d'Ulysse, étant enfant, tombe à l'eau. Il fut secouru par des dauphins. C'est pourquoi Ulysse portait une bague où était gravé un dauphin. Dans la Crète pré-hellénique, ils furent élevés au rang de dieux et la mort attendait quiconque blessait le Delphinus delphis. Ce qui montre bien que le dauphin est le meilleur ami de l'homme, c'est que l'homme ne le sacrifie jamais. Les sacrifices des animaux chez les anciens sont très nombreux et concernant de nombreuses espèces, mais jamais le dauphin n'est sacrifié.
Mais ce n'est pas seulement parce qu'il est le meilleur ami de l'homme, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose de plus important de l'ordre du sacré. Mais il est lié aux doctrines pythagoriciennes, par exemple, sur ce passage des âmes dans un autre monde ou dans d'autres mondes successivement. On voit apparaître le dauphin. Alors il y a tout un contexte autour de cela qui joue aussi sur les mots. On a mis le dauphin, Delphis, en rapport avec Delphoi, c'est-à-dire Delphes, sanctuaire d'Apollon, et avec Delphus, la matrice. Et le dauphin est bien un de ces êtres surnaturels qui servent de passeurs entre le monde divin et le monde humain, entre la vie et la mort et la vie. L'arrivée du christianisme autour du bassin méditerranéen stoppa rapidement cette étroite relation. Au Moyen Âge, la pensée chrétienne prend ses distances par rapport à la Bible et au paradis originel, où l'homme vivait en parfaite harmonie avec l'animal. La communication interespèce était alors accusée de sorcellerie. Les rares dessins les représentant durant cette période attestent bien du manque de communication entre les deux espèces. Le souriant dauphin des mosaïques antiques laisse la place aux monstres marins aux dents acérées des gravures du XVIIe siècle. Il faudra attendre 1950 pour que l'homme se rapproche de nouveau de son cousin aquatique et renoue avec lui une solide amitié. Cependant, les relations existaient toujours, mais elles étaient très différentes. L'amitié s'était transformée en haine, reléguant les delphinidés au rang d'ennemi public numéro 1. Avant la dernière guerre mondiale, les dauphins étaient encore très nombreux et ils occasionnaient des pertes considérables en déchirant les fragiles filets en coton des pêcheurs. Lorsque le poisson était retenu dans les mailles de son piège, le cétacé en profitait pour le récupérer et n'hésitait pas à perforer le filet pour suffire à son appétit. Ce comportement ruinait toute l'industrie de la pêche et de vives représailles s'organisaient. En France, les villages méditerranéens puisaient leur économie des richesses de la mer. Les océans étaient encore riches en poissons et toute une population participait au métier de la pêche et suivait les traditions de père en fils. Les hommes partaient en mer pendant que les femmes réparaient les filets endommagés. En 1908, le ministère de la Guerre employait ses navires à l'extermination des marsouins sous la pression des associations de pêcheurs mécontents. La presse nationale illustrait alors les malheurs des pêcheurs face à ces prédateurs sans gêne. Entre les deux guerres mondiales, l'occasion de tuer un dauphin était une aubaine pour calmer la vengeance des pêcheurs survoltés. Quand on avait les dauphins qui nous mangeaient le sardinal. Ah ben oui, oh, là, jeter les bombes. Alors, Il ne faut pas le dire ça, tu vas nous faire à la prison. Non, c'est pas ça. Remarque, il y a 40 ans de ça, c'est fini maintenant. C'est prescrit, non? C'est que, avant, au début, c'est des mousquetons qu'on nous donnait. Des mousquetons et puis des Mosers, des fusils allemands. Oui. Après, on nous a levé et ils nous ont donné des bombes. Elle était violette. Hein? Mais les maçons ne partaient pas. Au contraire, je crois que ça les a tirés. Et tu oublies de dire que tu jetais les bombes pour faire amailler la sardine. Depuis, de nombreux dauphins ont disparu et les filets en nylon, plus solides, ont remplacé ceux de coton. Maintenant, les cétacés sont victimes à leur tour des filets et ce qui était leur garde-manger devient leur mouroir. L'industrie de la pêche est remplacée peu à peu par l'industrie du tourisme et si les filets ne sont plus pillés, le poisson se fait rare
et la pêche professionnelle est en plein déclin. Les petits métiers qui vivent au jour le jour éprouvent encore une certaine amertume. Enfin, on n'est pas prêt d'exterminer la race, parce que je vous dis, il y en a des centaines de milliers au large. Hein. C'est pas... Seulement, évidemment, ça... on fait des bibelots à base de dauphins, on ramasse l'argent sur le compte des dauphins, c'est tout. Mais le dauphin, celui-là qui ramasse l'argent, il s'en fout complètement. Hein. Dans la Méditerranée, il y a énormément de dauphins. C'est inestimable la quantité de dauphins qu'il y a. Et puis les dauphins, ça sert beaucoup à l'immédiat pour apporter de l'argent à certaines personnes. Mais les dauphins, ça sert à rien du tout. Alors, vous vous rendez compte de tous les poissons que ça mange. Et il y en a des centaines de milliers. C'est uniquement pour apporter de l'argent à certaines personnes. Si les pêcheurs ont toutefois calmé leurs ardeurs, on constate tout de même que l'animal est souvent la victime de l'incapacité des hommes à gérer ses relations avec le monde sauvage. En 1988, sur la côte catalane française, un jeune dauphin, bleu et blanc, lie des contacts avec les marins locaux, un peu comme il en existait dans l'Antiquité. Ces visites amicales furent brèves et rapidement stoppées par la barbarie humaine. Un matin, le dauphin décide d'aller à la rencontre des baigneurs d'une plage touristique, mais il est accueilli à coups de rame et fut mortellement blessé. La puissance des coups fut telle que son rostre, la partie longue qui prolonge le crâne, fut totalement fracturée. Jean-Louis Binche, le directeur de la réserve maritime voisine, s'était lié d'amitié dès le premier jour avec le jeune dauphin. Ouais, c'est là que ça s'est passé, en 82, au mois de juillet, plein de touristes, et puis on m'a averti qu'il y avait un dauphin égaré dans le coin. Je suis allé le voir, j'ai nagé avec lui pendant 2 heures, c'était un juvénile de à peu près 1 mètre, 1,10 m, un blanc et bleu, et je suis allé chercher du monde pour essayer de le ramener un peu vers le large. Entre-temps, coup de fil, on te ramène le dauphin au port. Qu'est-ce qu'on m'a ramené? Un cadavre roué de coups de rame, des impacts du bec jusqu'à la queue. Après nous avons fait une enquête sur le terrain. Par là il y avait un camping, la plage noire de monde. Résultat des courses, les gens avaient vu un aileron, panique collective peut-être. Quoi qu'ils l'ont sorti sur le bord, ils ont réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un requin mais bien d'un dauphin. Ils l'ont massacré, même les gens qui ont essayé de le protéger, bien. Mais personne n'a rien vu, personne n'est au courant de ce qui s'est passé, à part le propriétaire d'une paillote qui lui aussi a hérité de 2 ou 3 petits coups de poing. 2 ans plus tard, un autre dauphin débarque dans les eaux catalanes. Lui aura plus de chance. Ce dauphin, c'est Dolphy. Il restera plus de 5 ans en relation étroite avec ses cousins terriens. L'histoire a commencé en 1990 lorsque des pêcheurs sous-marins, lors des paliers de décompression, ont eu la surprise de rencontrer ce Tursiops en visite. Au début, l'animal se contente de suivre les bateaux, mais ne se laisse jamais toucher. Il ne s'aventure jamais dans les ports ou près des plages comme son malheureux prédécesseur. Dolphy est une femelle grand dauphin, un Tursiops de 2,40 m. Elle fait partie d'une espèce très répandue. Peu de temps lui furent nécessaires pour s'acclimater à l'homme. Elle devient vite la compagne idéale, l'amie aquatique. Le vieux mythe de l'Homo delphinus peut enfin revivre. Mais ce mythe fut directement remis en cause par sa principale initiatrice. L'homme n'était plus prioritaire dans les choix de Dolphy, les priorités du dauphin étaient du genre canin. Des chiens de tout poil étaient devenus les meilleurs compagnons de la delphine, l'homme n'avait qu'à bien se tenir. La mythologie grecque avait oublié un petit détail, l'homme n'est pas le centre du monde. Un autre détail n'était pas prévu. À la fin du XXe siècle, les petits ports de pêche méditerranéens sont devenus de fructueuses stations balnéaires.
Durant la saison estivale, Collioure, le petit port catalan à l'architecture médiévale, attire des dizaines de milliers de visiteurs. Les terrasses des bars et les plages donnant sur la baie affluent de touristes. Dolphy visite régulièrement les côtes du petit village. Elle devient une star que tout le monde veut toucher ou photographier. Elle, qui d'habitude passe le plus clair de son temps à dormir et à chasser, est dépassée par les événements. Les baigneurs s'amusent à se laisser tirer par son aileron dorsal et de larges plaies apparaissent alors sur son dos. Il est très net que les gens voulaient la toucher, voulaient se faire promener par elle. Ça, c'était un peu plus choquant. La toucher encore comme on caresserait la tête d'un chat, c'était moins choquant que le fait de vouloir se faire promener, de l'utiliser comme un engin de manège. C'était le gros joujou mis à disposition par la mère et le gros joujou devait obéir, quitte à l'empêcher de dormir. Les hommes avaient oublié une chose essentielle. Dolphy est un animal sauvage, libre, qui doit subvenir seul à ses besoins, comme manger ou dormir. Bien sûr, le manque de poissons près des côtes lui est automatiquement reproché et on tente alors de la supprimer à plusieurs reprises. Après 5 années de cohabitation parfois difficile, Dolphy décide finalement de partir loin des hommes. Aujourd'hui, elle manque à une majeure partie de la population de Collioure. Nul ne sait ce qu'elle est devenue. Peut-être reviendra-t-elle un jour lorsque les hommes seront de nouveau prêts à l'accueillir en toute sérénité. L'homme est souvent attiré par la faune marine, plus mystérieuse que la faune terrestre, alors de nouvelles situations apparaissent. On nourrit les requins à la main lors de plongées organisées et très lucratives. On nourrit aussi des poissons en bord de plage pour le simple plaisir de les toucher. Et on se baigne avec toutes sortes de poissons, du plus petit au plus grand, comme par exemple le requin-baleine pouvant mesurer jusqu'à 18 mètres ici, sur la côte ouest de l'Australie. Pour voir ou toucher un animal rare, l'homme exploite tous les moyens techniques mis à sa disposition et dépense une énergie similaire à celle développée pour la pêche industrielle. Ce qui était possible il y a 10 ans devient réalisable à qui saura dépenser quelques milliers de dollars pour cette rencontre du troisième type. Plus proche des dauphins, le lamantin de Floride survit tant bien que mal face à l'imposante activité humaine. Les lamantins sont des siréniens. Ce sont eux qui ont donné naissance au mythe des sirènes. Les premiers marins qui prirent l'animal pour une créature de rêve devaient avoir abusé de ce vin noir et épais dont parle Homère. Ces paisibles animaux voient leur nombre se réduire dangereusement. Les hélices des bateaux, la pollution et les nageurs trop curieux sont autant de facteurs négatifs pour la survie de l'espèce. Les lamantins, plus exposés que les dauphins, auront certainement du mal à se frayer un passage à la porte du 3e millénaire. Le terrain de jeu des dauphins, plus vaste que celui des lamantins, leur donne plus de liberté. Il n'est pas rare de les rencontrer surfant à l'étrave des navires. Comme si l'histoire se répétait, le dauphin revient à la mode et la pellicule photo remplace les fresques grecques et romaines. Dans les eaux turquoises des Bahamas, les hommes peuvent maintenant rencontrer leurs cousins aquatiques dans leur élément et profiter pleinement du spectacle.
Le dauphin redevient à la mode, mais le charisme incroyable du mammifère marin est à la source d'un nouvel ennui. Les cirques aquatiques où les animaux perdent toute notion de la vie sauvage. L'activité est désormais lucrative et malgré les interdictions internationales de capturer des cétacés, plusieurs centaines de parcs marins dans le monde exhibent leurs prisonniers. Les premiers dauphins maintenus en captivité furent installés à l'aquarium de New York en 1913. En 1938, une compagnie cinématographique américaine crée un aquarium en Floride. Depuis, les Marinelands et les Seaquariums des États-Unis prospèrent. Le dauphin, symbole de liberté, se retrouve au service de son cousin terrestre. Depuis la popularité de la série télévisée Flipper, le dauphin, à son grand regret, est devenu une mascotte, l'ami des enfants. Rico Barry était le dresseur du célèbre Flipper. J'ai commencé à travailler avec les dauphins au Seaquarium de Miami en 1960, lorsque j'ai fini mon service à la Navy. À l'époque, nous n'avions pas les informations que nous avons maintenant. Aujourd'hui, nous savons que seulement 3 choses tuent les dauphins. Les filets de pêche, la pollution et la captivité. C'était un petit business avec seulement 3 endroits qui retenaient des dauphins. Maintenant, c'est une industrie de plusieurs millions de dollars. Et je me sens quelque part responsable, car j'ai aidé à la création de cette industrie, avec Flipper, avec la popularité de Flipper. C'était probablement la meilleure et la pire chose qui arriva pour les dauphins. Dans un premier temps, nous avons démontré la sympathie des dauphins, mais dans un deuxième temps, nous avons créé le désir de nager avec eux, de les toucher, de les embrasser, et cela a créé beaucoup de captures, des parcs à dauphins. Alors je fais tout cela car je me sens une certaine responsabilité, je leur dois. Rick s'est engagé corps et âme dans la lutte contre la captivité de tous les cétacés lorsque Cathy, une de ses delphines qui jouait Flipper, est morte dans ses bras en stoppant volontairement sa respiration. Rick est convaincu du suicide du dauphin. C'est une manière de protester violemment contre ces conditions d'enfermement. Désormais, il lutte pour la libération de tous les cétacés. Le stress et la captivité, il connaît. Ses actions, souvent illégitimes, l'ont déjà conduit une dizaine de fois en prison. En 1993, Rico Barry organise la libération du dernier dauphin détenu en captivité au Brésil sous la pression des organisations de protection des animaux. Le Brésil, comme la Grande-Bretagne, sont les 2 premiers États à interdire la captivité des cétacés sur leur territoire. Ironie du sort, le dauphin en question s'appelle lui aussi Flipper. Il a été capturé alors qu'il était encore tout jeune, c'était en 1984. Depuis 1991, il est abandonné dans son bassin de Sao Paulo. Flipper ne survit au voisin. Rick doit rapidement instaurer un climat de confiance entre lui et l'animal et préparer son transfert jusqu'à Laguna, l'endroit de sa capture. Mais les dernières semaines, le système de filtration d'eau du bassin tombe en panne. Le risque d'infection croît de jour en jour, mettant la vie du dauphin en danger. Son état de santé se détériore rapidement. Flipper n'émet aucun son. En l'absence de coin d'ombre, sa peau se brûle. Le dauphin flotte au milieu de ses excréments. Ses yeux sont infectés et ses muscles atrophiés. C'est un miracle qu'il soit encore vivant. Ses sauveteurs doivent immédiatement lui confectionner un brancard à ses dimensions pour le transport jusqu'au centre de réhabilitation à plus de 500 km. La tâche n'est pas facile, mais l'histoire de Flipper a ému la population locale et de nombreux bénévoles participent au sauvetage du dernier dauphin captif du Brésil. No, nothing left in that way. Okay. See you in Laguna. Okay. Okay, pergunta por...
Rick profite de l'occasion pour marquer l'aileron dorsal de Flipper, une marque qui permettra de l'identifier lorsqu'il sera libre au milieu de ses congénères. Une preuve pour démontrer que la réhabilitation fonctionne. Les conditions de transport ne sont bien sûr pas idéales pour un animal aquatique. Malgré tout, il paraît sourire encore. Les dauphins sourient naturellement et involontairement, ils créent l'illusion qu'ils sont toujours heureux, quoi qu'on fasse. Je me souviens d'un dauphin dans un zoo à Hambourg, en Allemagne, qui est mort pendant le spectacle. Et les personnes applaudissaient car ils pensaient que le dauphin était heureux à ce moment-là. Mais il était mort. Alors ce sourire, l'industrie de la captivité l'exploite. C'est une illusion. Le dauphin sourit et sa récompense n'est que déception. Tout le problème est là. À l'arrivée de l'hélicoptère à Laguna, Rick se rend compte que les Brésiliens sont là pour accueillir Flipper. L'émotion est à son comble. Il n'est plus seul à croire à la libération des dauphins captifs. Le dauphin restera 2 mois dans son dernier bassin pour reprendre de la vitalité et perfectionner de nouveau ses techniques de chasse. Le 2 mars 1993, Rick coupe le grillage qui sépare le dauphin miraculé de la liberté. Après quelques hésitations dues à une trop longue captivité, Flipper, avec l'aide de Rick, finit par franchir le passage. Flipper était le dernier dauphin captif du Brésil. Aux États-Unis, en France ou en Israël, les manifestations anti-captivité se multiplient. Les défenseurs des animaux accusent les responsables des delphinariums de séquestrer des animaux pourtant protégés par les lois internationales et de participer aux tueries organisées lors des captures des dauphins. Ils pensent aussi que les cétacés vivent moins longtemps lorsqu'ils sont enfermés dans des bassins artificiels. La captivité tue. Quand j'ai commencé à travailler dans les années 60, pour le Seaquarium de Miami, capturer des dauphins, c'était mon boulot. J'ai été le témoin de beaucoup de morts. J'ai aidé à les capturer et à les tuer aussi. La capture d'un dauphin est très violente, et c'est bien le secret le plus moche de l'industrie de la captivité. Quand vous allez dans les delphinariums, les responsables des parcs veulent que nous croyions que les dauphins sont là par magie, comme tombés du ciel. Les dauphins sont nés là, où ils ont été capturés. C'est une poursuite très violente. On les poursuit en bateau pour les rabattre contre un rivage et on sépare immédiatement les mères des petits. 80% des dauphins en captivité sont des jeunes femelles retirées de force de leur famille. Les responsables des delphinariums plaident le fait que les cirques marins contribuent à l'information du public et de ce fait protègent l'ensemble des espèces marines. À Palafols del Mar, sur la côte méditerranéenne espagnole par exemple, un delphinarium prospère et accueille tous les jours des milliers de visiteurs. Sans aucun doute, il est nécessaire d'avoir des animaux, non pas en captivité, mais en milieu artificiel, contrôlé, car c'est la seule façon pour certaines personnes de les connaître. À travers cette connaissance des animaux, nous apprenons, et cet apprentissage nous permet de sauver leur propre milieu, la mer. Le maintien de la captivité permet d'avancer dans la connaissance. Oui, c'est un grand mensonge, ce concept d'éduquer comme cela, d'éduquer soi-disant le public.
C'est une mauvaise éducation. On apprend seulement aux gens à abuser de la nature. C'est la seule leçon. Les dauphins en captivité sont vraiment différents de ce qu'ils sont en réalité dans la nature. On les capture, on les amène dans un parc d'attractions, on les rabaisse en clowns et ils deviennent différents de ce qu'ils sont réellement dans la vie sauvage. Et nous payons pour voir cela. Et eux, ils payent pour toute leur vie. Le 30 novembre 1994, Rico Barry regagne le sanctuaire marin de Sugarloaf dans l'État de Floride aux États-Unis. Il a sous sa protection des dauphins de l'US Navy. Ils vont subir un double programme de désintoxication militaire et de réhabilitation. À la base militaire navale de San Diego, en Californie, la marine américaine utilise des dauphins depuis les années 50. Leur principal objectif, transformer un animal joueur en véritable arme de guerre. En 1963, les premières recherches scientifiques se penchent sur l'efficacité du système d'écholocation, un système unique qui permet de reconnaître à distance et sans visibilité la forme et la consistance des objets. L'armée était d'abord curieuse de savoir comment ces animaux pouvaient nager si vite et se servir de leur sonar. Tous ces programmes serviront à développer l'efficacité des sous-marins. L'armée se rendit compte par la suite que les dauphins pouvaient être utilisés pour remplacer les plongeurs lors des travaux sous-marins, mais aussi pour surveiller les ports où stationnent les navires de guerre. Si un plongeur espion tente de rentrer clandestinement de nuit dans un périmètre de sécurité, voici ce que pourrait distinguer le dauphin à l'aide de son sonar. Nous ne connaissons pas exactement l'efficacité de leur système d'écholocation, mais nous savons qu'il est extrêmement précis et qu'un dauphin peut reconnaître à distance la structure de n'importe quel objet, même avec une visibilité médiocre. Mais les expériences prirent d'autres tournures. La guerre du Vietnam sera l'occasion d'utiliser de nouvelles recrues. 5 dauphins furent utilisés pour tuer des plongeurs ennemis, un tout nouveau programme qui consiste à équiper les animaux d'une aiguille de CO2 et de les entraîner à attaquer les plongeurs. Depuis, l'US Navy, soucieuse de redorer son blason auprès d'un public qui l'a mis au banc des accusés, cède 3 dauphins à RIC. Les intérêts du gouvernement américain en dépendent. Mais les autorisations de libération tardent, les dauphins deviennent agressifs entre eux. Jack, un des 3 dauphins, sera mis à l'écart. Les 2 autres, Buck et Luther, seront prioritaires pour le programme de réhabilitation organisé par Rico Barry. Buck et Luther sont 2 tursiops d'Atlantique qui ont été capturés dans le sud du Mississippi, aux États-Unis, et destinés à l'US Navy. And they were drafted into the U.S. Navy. The Navy doesn't call them. La Navy ne les appelle pas dauphins, mais systèmes avancés d'armes biologiques. J'ai un problème avec ce concept. Alors ils ne sont plus ce qu'ils sont réellement. Ils appartiennent désormais à l'US Navy pour un programme dauphin, dit-on. Ce qu'ils font à l'US Navy est top secret. Nous ne connaissons pas les détails. Mais à cause de la pression du public pour protéger les dauphins, l'US Navy a laissé partir quelques-uns de leurs dauphins et je suis arrivé pour les adapter à revivre dans leur zone natale, dans le Mississippi, d'où ils viennent. Comme avec Flipper au Brésil, Buck et Luther doivent apprendre à chasser et à être autonomes.
Si les dauphins sont naturellement doués pour attraper leur proie, en captivité ils sont nourris de poissons morts de la main de l'homme et perdent l'efficacité de leur système d'écholocation. Ils oublient partiellement leurs instincts de chasseurs et leur adressent à poursuivre le poisson. La prise d'un poisson, même pour un animal doué comme le dauphin, n'est pas chose facile. Le cétacé doit user de toutes ses capacités physiques afin de dénicher son repas caché sous le sable. Et la proie éventuelle dépasse souvent le dauphin en ingéniosité pour sa propre survie. Rico Barry pêche lui-même les poissons qui nourriront Buck et Luther. Ces poissons vivants sont nécessaires pour réveiller les instincts de ces deux protégés qui doivent retrouver tous leurs réflexes afin d'attraper seuls leur proie. L'autre partie de la nourriture est congelée. La seule véritable eau que les dauphins absorbent se trouve dans les poissons. En captivité, on leur donne du poisson congelé. Alors on injecte de l'eau, afin de garder la meilleure hydratation. Les autorisations de libération définitive n'arrivent toujours pas et le programme s'enlise car il est trop coûteux. Les deux dauphins s'impatientent et deviennent nerveux. Pourtant les dauphins sont prêts, leur condition physique est optimale, la rééducation est un vif succès. Ils commencent à oublier les ordres donnés par l'homme. L'eau du bassin qui se réchauffe pose problème, il favorise le développement des bactéries et des microbes. L'ancien dresseur risque de la prison et de fortes amendes s'il n'attend pas le feu vert officiel du gouvernement. Mais le 20 juin 1996, Rick décide de libérer Buck et Luther dans la plus complète illégalité. L'opération échouera, l'armée, informée par ses agents, récupère les deux dauphins avec l'aide d'un parc marin voisin. Luther est retourné à San Diego, en Californie, à la base de l'US Navy. Et Buck est retenu au Dolphin Research Center, un parc d'attractions en Floride. Ce n'est pas très clair, car il est censé être la propriété de la Navy. Et il devrait retourner avec Luther. Mais il est là, et on ne sait pas pourquoi. En 1996, Buck meurt dans son dernier bassin, sa dernière prison. Quant à Luther, retourné à la base militaire de San Diego en Californie, son avenir est désormais classé secret défense. Yeah, she's got it open, look. En Australie occidentale, les dauphins reçoivent la nourriture de la main de l'homme. Pas de dressage, pas de captivité. Et pourtant, ces animaux sauvages de la plage de Monkemia à Shark Bay rencontrent des hommes par seulement 30 cm d'eau. L'histoire a commencé en 1964, lorsqu'un dauphin accepta du poisson congelé jeté d'un voilier. Très vite, il vint prendre les poissons directement dans la main et peu à peu, il amena avec lui d'autres dauphins. Depuis les années 70, une vingtaine de dauphins viennent régulièrement sur la plage de Monkemia, soit maintenant 3 générations de delphinidés. Les dauphins de la dernière génération connaissent les hommes depuis le premier jour de leur naissance. L'homme n'est plus un lointain cousin, c'est un proche qui fait partie de la famille et que l'on visite quotidiennement. Mais il est difficile de préserver l'intimité de cette situation unique dans un pays où le tourisme apporte une part considérable au bon fonctionnement de l'économie. Par le biais des tours opérateurs et des agences de tourisme, plus de 100 000 visiteurs débarquent chaque année sur la plage pour rencontrer les dauphins stars de Shark Bay. Dans les années 80, la situation se dégrade rapidement.
On nourrit les dauphins excessivement, ils deviennent alors dépendants de l'homme. Des conflits nouveaux apparaissent entre les mâles dominants. Certains animaux restent trop longtemps près du bord et ont la peau brûlée par le soleil. D'autres oublient leur instinct de chasse et sont rejetés par leur groupe d'origine. Les requins, nombreux dans la baie, profitent de la situation et attaquent les jeunes non encadrés. Le gouvernement australien est obligé de réagir et subventionne une équipe de rangers, véritable police de la mer. Le nourrissage est contrôlé. Seules les femelles matures bénéficient du poisson offert. Les mâles, trop agressifs, sont mis à l'écart et les jeunes doivent goûter à l'apprentissage de la chasse avant de profiter de ce repas trop facile. Une situation encore expérimentale dans ce laboratoire de l'interaction homme-animal où les pélicans et les cormorans troublent le travail des rangers en tentant de voler le poisson offert aux dauphins. Tout incident, car leur bec acéré peut représenter un danger pour les cétacés, mais aussi pour les touristes. Les cormorans et les pélicans, plus indisciplinés les uns que les autres, créent bien des soucis aux rangers du parc. Monkey Mia sera sans doute pendant longtemps le paradis pour tous les opportunistes à plumes de l'Australie occidentale. Mais si les rangers contribuent à une meilleure organisation des rencontres, d'autres hommes, différents des touristes, côtoient également les dauphins. Les pêcheurs aborigènes présents sur le continent depuis des milliers d'années ont toujours considéré le dauphin comme un compagnon, égal à l'homme. Depuis très longtemps, les aborigènes offrent une partie de leur butin aux dauphins, mais désormais cette coutume est hors la loi. Si le nourrissage est maintenant réglementé et contrôlé par les rangers, la tradition des aborigènes ne peut plus demeurer. La quantité de poissons distribués est quantifiée quotidiennement et les pêcheurs de leur côté troublent alors les programmes de nourrissage du gouvernement australien. Un sérieux problème d'éthique se pose. Qui peut nourrir les dauphins? Une structure gouvernementale promotionnée par un tourisme croissant ou de simples pêcheurs en harmonie avec la vie sauvage depuis des milliers d'années? Les difficultés de Monkey Mia ne font que commencer. À plus de 1500 km au sud, la situation est presque similaire. Dans ce port industriel, esthétiquement moins accueillant que la longue plage de Shark Bay, d'autres dauphins rencontrent les hommes près du rivage. Si la volonté des animaux est la même, le site, moins paradisiaque et les eaux froides de la baie de Bunbury ne motivent pas un tourisme encombrant. Les erreurs sont alors évitables et les structures sont différentes.
Pas de rangers, mais une équipe de bénévoles dirigée par un vétérinaire spécialisé, Steve North, ancien dresseur pour les delphinariums. Le Dolphin Discovery Center s'anime autour d'un objectif, garder une relation de confiance entre les cétacés et les hommes. L'équipe contrôle quotidiennement la qualité des eaux de la baie et opère au comptage des individus réguliers, plus d'une centaine. La présence des dauphins est considérée comme un signe de bonne santé de l'environnement marin. C'est une sorte de baromètre écologique. Si comme à Monkey-Mia, les dauphins restent près des plages, les moyens mis en œuvre sont bien différents. Pas de nourrissage pour ne pas influencer les relations, aucune organisation contrôlée par les rangers, mais une rigoureuse règle d'éthique concernant la relation entre l'homme et l'animal. Il y a des règles à suivre pour cette interaction. Les gens peuvent aller nager ou faire de la plongée, mais nous leur demandons de ne pas toucher les dauphins, de ne pas les chasser, ni de leur donner à manger. La raison pour laquelle nous ne voulons pas qu'ils les touchent, c'est parce que si les dauphins viennent dans la zone, c'est qu'ils le veulent, c'est leur choix. Alors que si vous sautez dans l'eau pour être avec eux, c'est un choix que vous faites vous, ce n'est pas celui du dauphin. Nous voulions que la base de toute action entreprise prenne en considération la volonté du dauphin. Donc, si vous allez dans l'eau, vous dépendez des règles du dauphin. C'est un peu comme si un étranger vous accoste dans la rue et se met à vous toucher, cela ne se fait pas. Si de lui-même le dauphin vous touche parce que vous l'attendez, il vous invite dans son intimité, dans son espace. C'est beaucoup mieux que si vous allez toucher le dauphin, surtout s'il y a 500 personnes. Vous imaginez 500 personnes essayant de toucher un dauphin, cela ne se fait pas. C'est très impoli, et ce, quelle que soit l'espèce animale. Ceci est la raison principale qui fait qu'il n'y a pas de contact physique. Steve North met le doigt sur un problème délicat. Les cétacés, à la structure sociale développée, ont comme nous des règles comportementales entre chaque individu. Doit-on considérer le dauphin comme un animal, comme le chien, ou comme un animal sauvage ? Dans l'avenir, il est fort à parier que d'autres cas similaires à ceux de Monkey-Mia ou de Bunbury peuvent apparaître dans d'autres pays, mais quelle sera alors notre attitude ? Le futur pour les dauphins et les baleines ? Il y a plusieurs systèmes de relations avec eux. Il y a très longtemps, dans la Grèce antique par exemple, il y avait une loi qui punissait de mort quiconque faisait subir ce qu'on fait aux dauphins aujourd'hui. En fait, j'ai une bague qui relate une vieille histoire de 225 avant notre ère et qui démontre une relation d'amitié entre les dauphins et les hommes. Il y a beaucoup d'histoires de cette époque qui racontent que les dauphins sauvent la vie des hommes. Aujourd'hui encore, on entend des histoires semblables. Et cette forme de communication est vraiment importante, sauver la vie de quelqu'un d'autre. Si les dauphins apportent une part de positif dans notre quotidien, que pouvons-nous leur offrir en échange ? Dans quelle mesure peut-on parler d'amitié ? Quel pourrait être alors le mode de communication le plus efficace ? Les filets dérivants et la pollution tuent chaque année des milliers d'animaux marins. Les dauphins, comme Dolphy, tentent de rentrer en communication avec les hommes, mais rien ne change. Pourrons-nous offrir un jour un futur à une si vieille amitié ?